Bonsoir, chers amis téléspectateurs, ou bonjour si vous regardez l'émission en rediffusion. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans la rentrée, mais pas forcément notre rentrée, j'allais dire littéraire, mais je ne travaille pas que sur des thèmes littéraires. En tout cas, pour cette rentrée de septembre, ce nouveau numéro de Raison pratique, nous avons le plaisir de vous le présenter avec Thérèse Léotin, Thérèse Léotin, que vous connaissez parce qu'elle écrit et qu'elle est un véritable fer de lance de notre langue, qu'elle promeut à travers donc, ses récits, ses ouvrages bilingues et les ouvrages des autres aussi qu'elle traduit de manière à ce qu'on puisse disposer donc de supports, de matériaux qui soient aussi dans notre langue. Et puis, c'est une personne qui a fait beaucoup de choses. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de vous parler un peu de son travail autour de la langue, mais aussi d'un livre qu'elle avait écrit pour enfants et qui s'appelait Piété. C'était Piétéa, je crois. Miminou, etc. Donc voilà, elle va vous parler un petit peu personnellement de ses travaux. Mais j'ai aussi le grand plaisir de recevoir sur le plateau Madame Luciani Lanoir, qui est anthropologue et que vous avez déjà vu de vous présenter son ouvrage qui s'appelle Réseau de solidarité. Réseau de solidarité. Lorsque je vous ai parlé donc de la culture de l'entraide. Voilà. Donc elles vont se présenter. Bonjour Thérèse. Bonsoir Juliette, bonjour madame, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de me retrouver ici. Vous avez dit que je suis un fer de lance. J'espère que ce n'est pas un fer de lance de trigonocéphale. D'accord. C'est avec plaisir que je pratique les traductions et écrire pour moi c'est une passion. J'ai choisi de travailler la langue créole et je pratique aussi donc la traduction avec le français. D'accord. Voilà, elle traduit pas seulement, mais elle transpose aussi des histoires du patrimoine franco-français à notre réalité, puisqu'il y a des contes qui ont été un peu adaptés. Par exemple, Boucle d'or. Non, c'est pas Boucle d'or, c'est les musiciens de la ville de Brême. Alors, oui, c'est un conte que l'on m'avait raconté lorsque j'étais petite. Et le conte m'a tellement poursuivi que j'ai voulu le traduire pour les enfants. Et ça s'appelle aujourd'hui Boucle d'or? Ça s'appelle Yo. Ah, Yo. Non, mais il y a Boucle d'or, ce n'est pas moi. C'est pas Boucle d'or, c'est la petite, la dame, la personne qui fait des travaux de couture. Ah non, oui, je vois de quoi vous parlez. Vous parlez de Douette en eau. Ah, Douette en eau, moi je l'ai fait Boucle d'or. C'est pas transposé de Boucle d'or? Non, Boucle d'or, c'est encore une autre histoire. Douette en eau, c'est quelque chose que j'ai inventé en me basant sur certains textes de la mythologie. D'accord. Donc, Arachné, c'est ça, les noms des qui a donné son nom aux araignées. D'accord. Donc, j'ai travaillé à partir de la mythologie. J'ai créé mon histoire. Mais ce n'est pas Boucle d'or. Boucle d'or, c'est dans ce récit que l'on trouve les trois ours. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, et Madame Luciani, donc Lanoir, vous êtes anthropologue, réinstallée dans votre pays. Oui. Alors, il faut qu'on dise peut-être aux téléspectateurs que vous avez un petit problème avec... et que malheureusement, la lumière des... Les spots lumineux sont trop violents, agressifs pour mon œil. Et voilà. Donc, malheureusement, je suis un peu obligée de cacher mon visage. C'est pas très esthétique, mais j'espère qu'on... non, elle vous cache ses beaux yeux, mais vous allez voir, vous allez entendre sa belle parole, donc ça sera compensé. Voilà, c'est juste pour vous, parce qu'elle tenait à oui, par respect pour les téléspectateurs, je tiens à le dire. Oui. Voilà. Alors, et vous avez donc, vous travaillez dans d'autres domaines, qui sont aussi... Alors, moi, ma passion, ça a été d'observer depuis toute petite la société, tout ce qui se passe autour de moi, tout ce qui se passait et ce qui se passe
encore aujourd'hui. Et ce qui m'a amené, après des années et des années de recherche, comment dirais-je, à soutenir une thèse de doctorat et à publier le livre qui est issu de cette thèse, qui s'appelle Réseau de solidarité dans la Guadeloupe d'hier et d'aujourd'hui, et qui a été publié donc en 2005. Et je m'apprête à publier dans les mois qui viennent une recherche que j'ai menée pendant de longues années sur la jeunesse en difficulté. Et cet ouvrage va s'appeler L'Abribus. Voilà, parce qu'on voit que les jeunes se rassemblent souvent dans les abribus pour faire un petit peu anti-trafic, etc., se rencontrer, parler, etc. Et donc, symboliquement, ça va s'appeler l'abribus et le sous-titre sera Assistance à jeunesse en détresse, point d'interrogation. Voilà, donc j'espère que ce livre fera un bon chemin. Voilà, le titre seulement est déjà très évocateur. Voilà. Oui, alors voilà. J'ai demandé donc à Madame Luciani de venir accompagner Thérèse cet après-midi parce que Thérèse, en fait, nous sommes là pour parler c'est le dernier Thérèse, hein? En tout cas, non. C'est pas encore. C'est pas le dernier. Vous voyez comme elle est prolixe, c'est pas le dernier, mais enfin, c'est celui-là qui a retenu mon attention, qui s'appelle La Panthère. Et donc, c'est de ce dernier, c'est avant-dernier alors. Oui, il y a les Souba. Ah, les Souba, je ne connais pas, donc non, voilà. Je n'en ai pas encore fait de publicité. De publicité, voilà. Donc, La Panthère, c'est de ce livre dont nous allons vous parler cet après-midi. Et Madame Luciani Lanoir étant anthropologue, j'ai sollicité son regard parce que il y a, vous savez, une autre anthropologue qui a travaillé sur l'affaire Marny, puisqu'il s'agit bien de Marny. Et voilà, donc que vous sachiez que un ouvrage existe qui s'appelle Marny. Oui, alors ça s'appelle Pierre-Juste Marny jusqu'au bout du silence. Voilà, Pierre-Juste Il y avait avant quand même pas de pitié pour Marny, du même auteur, hein, je crois qu'il doit être Madame... qui est anthropologue, Marlène Hospice. Madame Marlène Hospice. Voilà. Mais je dois préciser que mon ouvrage... C'est un roman. Oui, on va en parler. Hein, ce n'est pas l'histoire. C'est pas un travail anthropologique. Voilà. On a bien compris, c'est anthropologique. D'accord. Donc, on va en parler cet après-midi. Et avant, on va faire une petite présentation de Madame Léotin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah non, je n'ai rien de particulier, sauf que je vais être un petit peu candide par rapport au livre de Madame Léotin, puisque je n'ai malheureusement pas eu le temps de le lire, mais je vais quand même... je pense que je pourrais donner quand même avec et puis c'est une approche. Voilà, c'est une approche du phénomène même en tant que phénomène de société et voilà, qui a des ramifications dans nos sciences humaines, anthropologie, sociologie, psychologie beaucoup. Et puis c'est un peu aussi j'avais presque dit une anthropologie de la misère. De la misère humaine, de vie qui échappe à notre jeunesse, parce que voilà, Marny n'est pas différent de beaucoup de nos jeunes d'aujourd'hui. Absolument. Et donc rien n'a changé. C'est en ce sens-là que... À la différence que Marny n'a pas... Enfin, je ne pense pas me tromper. Marny n'a pas... pratiquer la drogue comme on voit maintenant. Oui, ça, c'était pas de l'époque. C'est plus arrivé dans les années 80. Mais dans ces formes entre guillemets, de délinquance, parce que je pense que, en tout cas pour moi, c'est important de mettre beaucoup de guillemets partout, vu la façon dont notre société traite notre jeunesse. Absolument. Nous devons être absolument critiques et vigilants. Mais je pense que c'est sur ces vies qui échappent à leurs auteurs. On est tout à fait dans Marny. Sauf qu'à chaque époque, on trouve... Il y a des constructions qu'on trouve à chaque fois. Et puis, on va presque dire, des moyens, des techniques différentes, mais on est toujours dans le même phénomène de ne pas pouvoir mener une vie intégrée, de donner un sens à sa vie, etc. Alors, Thérèse Léotin, donc, je sais que beaucoup d'entre vous la connaissaient parce qu'elle est très connue et puis elle travaille beaucoup. Elle est née au Saint-Esprit, à la Martinique. Hein. Donc, votre nom de jeune femme, c'est Théodose.
Non, oui, je suis demoiselle Théodose. Voilà, et donc vous avez vécu, vous l'avez dit, le revendiqué aussi dans l'univers des plantations. Oui, oui, oui. Et la personne qui parle au jeu, j'ai essayé de savoir si c'était un homme ou une femme, puisque le livre, voilà, donc ça n'a pas de sexe. Non, c'est volontaire. Hein. C'est volontaire. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Et effectivement, c'est une vie qui se déroule autour de, j'allais dire, l'affreusité de la plantation, enfin, dans la plantation, dans ce qu'elle a, elle peut avoir de plus violente. Mais ça peut être un homme, comme ça peut être une femme, mais en fait, c'est un homme. Moi, je voyais un homme, mais... Pourquoi? Parce que sur la fin, cette personne-là aura une conversation avec Marnie qui va montrer, voilà. Qui lui dira... Mais tout au début, ce n'est pas... Oui. Ce n'est pas précisé. Non, c'est pas précisé, mais en même temps, on sent bien qu'il s'agit d'un garçon. Oui, mais ça peut être un homme ou une femme. J'ai même pensé que c'était Marnie en soi, tellement... non, c'est pas Marnie. Non, c'est pas Marnie, parce qu'il rencontre Marnie, quand Marnie va être déportée à la prison de Ducos, c'est là... Parce que tous les deux seront en prison. Voilà, mon personnage, c'est Di Marnie. C'est ça. Di Mornie, je ne me souviens plus. Di Mornie. C'est pas Marnie qui s'appelle. Et j'ai mon livre en première page, je le dédie à la sœur de Marnie, Madame Cyprienne Marnie, et peut-être qu'elle ne le sait même pas. Elle était en classe avec ma sœur et c'était l'amie de ma sœur. Et pour ça, parce que ma sœur parlait d'elle tout le temps, son frère n'avait même pas encore... c'est pendant qu'ils étaient en classe que le frère a commis, dans le courant de l'année scolaire, que le frère a eu le problème. Et ma sœur en parlait beaucoup, et donc je me sens assez proche d'elle. Oui. Alors c'est celle dans le roman qui apparaît sous le nom de Syrienne. Syrienne, voilà. Syrienne. Alors donc on va voir, Marnie avait un parent syrien, d'origine syrienne? Non, ça c'est mon invention. C'est votre invention. Je l'ai appelé... Parce que dans le livre, lorsqu'on lit Marnie lui-même, il dit qu'il est donc d'un père dominicain et d'une mère caraïbe. Oui, il le dit. Il le dit. Mais moi, quand j'ai mis syrienne, qu'on a appelé syrienne, parce que ça c'est ma... C'est la partie romancée. Voilà, mon invention, d'autant plus que cyprienne, ça se rapproche un peu de syrien. Syrienne, donc j'ai fait mon affaire, mon commerce. D'accord. Donc vous êtes d'une famille Théodose et vous avez vécu donc dans l'univers des plantations parce que votre papa était géreur d'habitation. Voilà, mon père était géreur d'habitation et j'ai grandi dans cet univers jusqu'à l'âge de 10 ans. Les mots 10 ans, papa m'a parti pour faire l'école. Parce que chacun ne pas travailler encore. Et donc, il faut écouter trouver un travail qui était payé. Papa m'a été mis 8 fiches quand même. Maman m'a été à Kaili, pas de travail. Donc, il quittait Conan, il était géré pour y aller faire l'école. Mais il faut que m'en dise qu'il a quitté Conan pour aller faire l'école, nous pas tenu même mon français, moi pas qu'à venir moi, nous plus souffert, nous plus souffert les venir instituter, parce que là il était géré, nous tenions tout grand espace, peut-être l'argent pas de même, mais nous tenions liberté, la campagne, nous tenions tout en l'autre côté pour nous aller, pour nous vivre, nous tenions, c'est pas de même bagaille là. Mais oui, puis c'est aussi deux univers différents, l'univers de la plantation et celui de l'école, probablement dans un changement de logement. Total. Donc de cadre de vie, etc. Total. Et puis on l'a envoyé nous habitions à l'époque le Saint-Esprit. Il habitait le Saint-Esprit, il travaillait au Lorrain, au Técal et là, ouvrier. Mais oui. Puisque dans ce temps-là, c'était des petits, on t'envoyait faire 10 jours là, 15 jours là, des petits remplacements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le salaire était autre, mais les moyens n'étaient pas les mêmes. Notre père n'était pas toujours là, puisqu'il était Lorrain, dans toutes les régions du Nord, sur les routes. Surtout que les transports n'étaient c'était même pas comme maintenant, il a été obligé de prendre son permis, d'acheter une voiture. Et maintenant, c'est commun, les gens ont, chaque personne
Ils sont 5 dans la maison, ils ont 6 voitures. Mais à l'époque, vous étiez 8 dans la maison avec une demi-voiture, entre guillemets. C'est ça. Voilà. Quand il y en avait. Lorsqu'il y en avait. Voilà, sinon il y avait le bus et tout ça, l'autobus. Alors, donc, là, votre maman, c'était donc Valentine Macaire, qui a été donc épouse Théodore, Théodose, pardon, oui c'est ça, c'est bien écrit, qui a été donc mère au foyer, qui a élevé ses enfants. Vous étiez donc une famille de 8 enfants, et vous êtes aujourd'hui l'épouse, enfin depuis, l'épouse de Georges Léotin, qui lui est professeur de philosophie. À la retraite. À la retraite, voilà. Et il a écrit aussi des choses intéressantes parce que je pense qu'il y a Mangovette, il y a Mémoire la terre, et puis dernièrement... Un truc de poésie sur les nègres, oui je sais. Dernièrement, je ne me suis pas... Non, je n'ai pas noté, mais je l'ai entendu en parler. Il vient d'écrire quelque chose, En battre à boire, voilà. Ça vient de paraître, c'est sur le football. Oui, bah ça, je l'ai entendu parler de ça. On a dit Mangovette, Mémoire la terre, En battre à boire, et puis il avait fait un essai sur mon Choachi. Ah voilà, j'ai marqué auteur d'un essai sur mon Choachi et de 2 romans, d'accord. Voilà. Donc vous avez ensemble 3 enfants, d'accord, qui sont maintenant de grands enfants. Oui, voilà. Nos enfants sont grands. Voilà. Donc vous avez embrassé comme votre père la carrière d'enseignante. Vous êtes encore titulaire du CAFIPEMS, certificat d'aptitude, formation, instituteur, professeur des écoles, maître formateur. Ça, c'était une spécialité en plus, maître formateur. Le CAFIPEMS, la spécialité, c'est l'option créole. C'est ça. L'option créole. Option langue et culture régionale, titulaire du diplôme aussi universitaire de langue et culture régionale, donc DULCRE. Et puis vous avez exercé la fonction de médiateur culturel et celle de conseillère pédagogique en langue et culture régionale. Ça, c'est autrefois. Ça, c'est autrefois, bien sûr. Aujourd'hui, donc, vous vous définissez comme une femme écrivain. Alors, vous avez ajouté derrière créole, mais je pense que martiniquais, ça suffirait. Non, mais comme je sais qu'il y a cette polémique quand on ne parle pas créole, on parle martiniquais. Non, écrivain créole. Vous avez dit écrivain créole. Oui, mais je dis cette polémique, on ne parle pas créole, on parle martiniquais. Je ne sais pas, je pense que créole, ça nous met dans un bol commun, tandis que martiniquais, ça nous sépare. Martiniquais, Guadeloupéen, Saint-Lucien. Enfin, c'est mon point de vue. Oui, c'est ça, puisque les autres ne se définissent pas créole. Hein, c'est mon point de vue. Les autres régions de la Caraïbe ne se définissent pas créole. Oui, ils disent qu'ils ne parlent pas trois pour certains. Non, mais là c'est question autour de la langue. Mais là, lorsqu'on dit écrivain créole, on ne dit pas écrivain en créole. C'est pas la même chose. Ah oui, sur le « en ». Voilà, ça manque. Oui, c'est ça. Donc, oui, je n'avais pas percuté. C'est ça, non, mais moi je parlais de l'ère... Non, j'ai compris. D'accord, de l'ère civilisationnelle. J'ai compris. Bon, ensuite, vous avez été fondatrice du journal Griffontais, dont on a déjà parlé. C'était pour nous sembler écapillés en les poiconneaux. C'est un journal donc, qui a existé depuis les années 70. De 1977. 17 jusqu'à 1981. Octobre 81. Et vous avez sorti beaucoup, puisque je vois que vous vous êtes arrêté au numéro 60. Donc il y en a eu beaucoup. C'est une très belle expérience pour nous. Très belle expérience. Alors, il y a pour ceux qui sont intéressés, une collection complète se trouve à la bibliothèque départementale donc, de Fort-de-France, de Schellcher, là, et une à la bibliothèque du campus de Schellcher. D'accord? Et puis j'en ai quelques-uns chez moi. Mais voilà. Pas aussi compliqué. Les archives départementales de la Martinique en ont probablement une collection, mais ça n'est pas sûr. Et puis, voilà, vous avez été plusieurs fois interrogé sur cette expérience que vous avez décrite comme très belle. Donc, vous êtes membre fondateur de ce journal, ancien membre aussi de l'association Banzil Créole Martinique, et vous êtes donc reconnu à la Martinique, dans la Caraïbe et au-delà, et vous faites...
Donc vous avez une écriture qui est particulière, c'est-à-dire qu'elle est bien ancrée d'ici, mais elle se nourrit aussi de choses, d'apports du patrimoine français sans décomplexer, de manière décomplexée. Vous pouvez décider de traduire et d'adapter, d'ajuster, etc. Et puis ce livre-là, La Panthère, qui ne mentionne pas le nom de Marny, mais comme la mémoire collective l'a retenu sous cette sorte de, je sais pas, d'appellation. Mais on reconnaît son histoire. On reconnaît à travers le terme panthère, parce que ça aurait pu être autre chose, hein, comme je vous l'ai montré, la panthère. Parce que lui, il s'appelait la panthère noire. Oui, c'est ça. Mais ici, voilà. Donc c'est le livre qui nous dit, sa couverture noire, qui nous dit qu'on peut continuer, on peut décliner le titre complet, puisque le livre est noir, la couverture est noire. Donc, vous êtes maintenant directrice honoraire d'école d'application, donc à la retraite. C'est ça? Oui et non, hein, parce que mon éditeur sait que je suis à la retraite. Ah, il sait, mais il continue à vous faire travailler. C'est pour ça que je dis bonjour André. C'est pour ça que j'ai dit à André que vous viendrez. Alors c'est un livre, peut-être que vous le voyez tout en bas là, le petit symbole là, sont les éditions Exvoya. Donc c'est André Exvoya, qui d'ailleurs est votre fidèle éditeur, parce que vous ne publiez plus qu'avec lui. Oui, j'ai laissé là en m'attend. Et votre dessinateur, c'est Panchaud. C'est Panchaud, voilà. Parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire que je pense que les autres ne dessinent pas bien, loin de moi cette idée. Mais vous êtes fidèle à ce tandem. J'ai une petite manière comme ça, comme on dirait en créole. J'ai travaillé longtemps avec l'Harmattan, et l'Harmattan, mon dernier ouvrage, c'était Fable Bocaille, c'était sur les fables de La Fontaine. Et je n'aimais pas le madras qu'on a mis tout autour du livre, il ne me plaisait pas du tout. Et j'ai demandé à la personne avec laquelle j'avais contact, j'ai demandé à cette personne de ne pas mettre le madras tout autour. J'ai insisté, mais c'est eux qui étaient à faire, c'est eux qui gagnaient. Et ça m'a quelque peu bousculé. Refroidi. Ça m'a refroidi. C'est pour vous. Et après, lorsque j'ai voulu faire, je ne me souviens pas si j'ai fait Piétéa ou je ne me rappelle plus lequel, je me suis adressée ailleurs. Et puis bon, je me suis adressée après à André Exvoya. Oui, et donc ça fait quand même bien une dizaine d'ouvrages que vous publiez avec André. Oui, parce qu'il sait que je suis à la retraite. C'est ce que je viens de dire. Oui, il sait. Mais c'est lui qui demande ou c'est vous qui allez lui proposer les ouvrages ou c'est lui qui demande? Il sait que je suis à la retraite, je viens de dire ça. Donc, bon, je suis bien contente, hein. Faut pas penser que je dis ça parce que je suis en souffrance. Je suis en souffrance, au contraire. J'apprécie. Quelquefois, il me demande, d'autres fois, c'est moi qui lui propose. Je lui ai donné, je ne sais pas quand est-ce qu'il va, j'ai déjà fini, La petite chèvre de M. Seguin. Je lui ai donné ça. J'ai déjà fini. Bon, c'est lui qui m'a demandé de lui traduire Montesquieu, les troglodytes. Ça va paraître. Donc il y a des choses qu'il me demande, il y a d'autres choses que je propose. Donc c'est une espèce de tandem heureux, si on peut dire, même si je dis, il sait que je suis à la retraite. C'est ça. Alors André, ça veut dire qu'il faut la laisser se reposer un petit peu quand même. Alors, donc... Faut pas l'écouter, André. Vous voyez, André, hein, c'est une martyre consentante. Voilà, alors, il ne faut pas qu'elle vienne nous dire du mal de vous. Alors, ce que j'ai retenu aussi dans ce qui est dans les présentations qui sont faites de vous, donc Marius Gautin, c'était malheureusement qui nous a quittés, mais c'était quelqu'un qui vous appréciait aussi beaucoup. C'était mon ami. Hein. Ah, c'était un ami, c'est vrai. Il a milité quelque part avec vous, c'était pas dans Griffantais ou dans... Non, je l'ai connu, pour dire vrai, aux rencontres des jeunesses communistes. Parce que mon père était communiste, son père lui-même, et mon père nous emmenait aux réunions qui se tenaient à Calbassi au Lamentin,
et son père l'emmenait aussi. Donc c'est comme ça que Marius et moi, nous nous sommes connus. Et c'est une amitié qui a duré jusqu'à sa mort, mais on se considérait beaucoup. D'accord. Donc ce qui ressort quand on lit tous les gens qui ont parlé de Thérèse, c'est essentiellement cette forme de militante qui est en tout cas assimilée à une forme de militantisme de la langue, enfin de militantisme, oui, qui est centré sur la langue, promotion de la langue créole, c'est ça? Exactement. Donc je trouvais chez Roger Bion, qui était donc professeur honoraire à la Martinique, il dit ceci: ce qui fait de Thérèse Léotin une auteure singulière et remarquable, c'est qu'elle est la seule femme explorant ainsi les ressources de la langue créole. Elle démontre par sa langue et par la variété des genres qu'elle aborde, que le créole est une langue se haussant à hauteur de toutes les langues littéraires. Bon, on peut dire aussi que, pour ne pas attirer tout le drap à moi, on peut dire aussi que Madame Nicole Cage travaille aussi la langue créole. Peut-être que les gens la voient plus dans la langue française, mais elle travaille aussi. Elle prononce beaucoup de choses en créole. Elle travaille aussi la langue créole. Oui. Bon, il n'y a pas que vous deux d'ailleurs. Hein? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Il y a de plus en plus de gens. Oui, c'est ça que je veux dire. Mais pour moi, ce qui était intéressant à retenir, c'est le fait que c'est vrai que vous touchez à beaucoup de domaines. On a peut-être nos auteurs, beaucoup d'auteurs qui parlent qui écrivent, qui s'intéressent à la langue, mais peut-être que le spectre des objets étudiés, abordés, explorés, est moins large que chez vous, parce que il me semble que le fait que vous avez été directrice d'école vous a fait toucher donc à toute une littérature qui a formé ou formaté l'imaginaire de nos enfants, mais que vous le restituez aujourd'hui en français. Alors moi, la question en créole. Moi, la question, c'est est-ce que traduit en créole, l'imaginaire français nous renvoie à un imaginaire qui est bien à nous? Je sais pas. Non, je ne pense pas. C'est une question, voilà. Je ne pense pas, mais je pense qu'il faut élargir notre horizon et ne pas rester que sur nous-mêmes. Donc, lorsque je vais prendre des textes français, que je vais les mettre en créole, c'est pour donner à la langue créole le maximum de bagages qui va lui permettre d'entrer partout. C'est ça qui est ma perspective. Oui. Ah ouais, français, hein? Perspective? Non, parce qu'il y a perception aussi qui peut. Il y a perception, mais je voulais dire perspective. D'accord, donc ça donne. Oui, mais moi je pense que nous avons un spectre d'expérience qui est très large, c'est seulement que nous ne l'explorons pas toujours. Oui. Moi je vois que dans nos recherches anthropologiques ou sociologiques, qu'on mène toutes les deux, on découvre des réalités qui sont là, mais qui ne nous sont pas révélées. Hein? Je vois par exemple Annick Sylvestre a fait en français un très beau travail sur Cheval Trois Pattes. Et ça, effectivement, ça fait partie de notre mythologie, comme l'Emmenouet. Bon. Et je n'ai pas vu sous cet angle-là, parce que je suis... Bon, je vais dire le mot. Je suis formatée par la mythologie grecque. Parce que lorsque j'étais petite, j'ai une tante qui est morte maintenant, qui m'offrait habituellement les travaux d'Hercule, qui m'offrait toutes ces choses-là. L'autre jour, j'ai entendu Le Jardin des Hespérides et j'ai revu le livre. Donc, je suis là-dedans. Donc, ça ne veut pas dire que je ne puisse pas m'en détacher, mais m'en détacher, c'est un peu cruel, parce que c'est mon enfance. C'est ces livres-là qu'elle m'offrait, qui fait que lorsqu'après elle m'a offert un autre genre de livre, j'étais fâchée contre elle. Mon père, bon, je vais juste dire ça pas très longtemps, mon père avait pour habitude de nous offrir Alexandre Dumas. Vous avez vu, je devais avoir au maximum 12 ans
Il nous offrait, en tout cas, il nous donnait à lire, il aimait lire ça, il nous donnait à le lire. Notamment, il lisait le Vicomte de Bragelonne, des choses comme ça. Donc, il nous donnait à lire Alexandre Dumas. Vous avez vu le pavé d'Alexandre Dumas, vous avez vu des oui, livres. C'est ça. Alors, ce que je faisais, qui, je pense, m'a peut-être amené à l'écriture, c'est que je lisais le début, je lisais la fin, et je me disais, mais comment a-t-il pu faire pour arriver à ça? Et là, je m'interrogeais. Je me disais, peut-être qu'il a fait ci, peut-être qu'il a fait ça. J'inventais à ma manière. Et après avoir inventé à ma manière, je me mettais à la lecture du livre. Donc, je pense que ça a dû m'aider. Parce que je construisais différents scénarios. Et en fin de course, je cherchais ce qu'avait dit l'auteur. J'ai lu beaucoup de livres d'Alexandre Dumas comme ça. C'est ça. Donc c'est une technique comme une autre. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire, on voit le rôle de la lecture dans le formatage des imaginaires. Et on voit aussi que si dans notre pays, on avait la chance d'avoir des parents qui comprenaient cette importance-là et qui donner aux enfants des supports de leur culture, à lire des choses de leur pays, je suis convaincue qu'on ferait beaucoup plus de petits Martiniquais qu'on en fait actuellement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes... nos enfants sont dans l'ailleurs, un ailleurs que nous-mêmes maîtrisons très mal, parce que nous avions des lectures, etc., qui nous projetaient dans l'ailleurs, mais la réalité que nous vivions était d'ici, avec des savoir-être, faire, etc., des goûts formés, des goûts musicaux, des goûts au niveau de l'alimentation, au niveau de tout ça, que nos enfants ont perdu. Parce que nous sommes des enfants, aujourd'hui nos enfants sont pommes, poires et... poisson carré. Et puis poisson carré, pizza, etc. Donc on a perdu... Voilà. Donc la question pour moi, c'était, quand je me suis intéressée aussi à la question des enfants, de la jeunesse, un peu, c'est comment formons-nous leur imaginaire. Et j'avais eu ici deux personnes, deux jeunes qui travaillaient, qui écrivaient aussi pour les enfants. Donc, donc Thérèse a écrit beaucoup, elle va vous dire un petit peu, si vous avez, vous qui ne connaissez pas, vous avez envie d'entrer dans ces ouvrages. Je vais vous lire, pour finir avec la présentation, ce qu'elle disait dans Justice, interviewée par Anthony Toussaint, donc du journal Justice. « Je n'ai jamais pratiqué le nombrilisme dont l'enfermement est par trop réducteur. Oui, j'admire ma propre culture, mais cet état de fait ne m'autorise pas du tout à rejeter celle des autres. Ce que je veux, c'est la reconnaissance et l'acceptation de la mienne. Le grand respect que je témoigne envers ma culture m'amène à respecter celle des autres que je place sur une même base d'égalité. D'ailleurs, dès mon enfance, ma culture ne se compose-t-elle pas des apports du monde, de ce que l'école et la société diversifiée dans laquelle je vis m'ont composé? Puis-je en faire abstraction? Culturellement, je vous situe dans le monde, je nous situe dans le monde, je veux montrer que nous avons notre part d'universel. Vous remarquerez que je vous ramène les grands thèmes de la mythologie grecque. Avec le dernier texte, dans Douet en or, donc c'était l'époque, Douet en or, je revisite les dieux de l'Olympe qui se rencontrent entre gens des mornes. La mythologie des Caraïbes n'aurait pu permettre aussi ouverture et ancrage. Aurait pu permettre aussi ouverture et ancrage. Je ne m'y aventure pas car je ne la maîtrise pas. C'est ça, c'est bien ce que je crois. Naturellement, comme le plus fidèle de nos amis, nous marquons notre territoire. Nous le faisons avec nos différences et nos connaissances, et ce, sans le réduire. Alors,
Moi, je crois effectivement, la mythologie grecque a été beaucoup à la mode à un moment, et aujourd'hui, la mythologie de l'Égypte antique, donc celle des Noirs, est beaucoup mise en avant. Et comme on n'a pas bénéficié de ces connaissances-là, ben, ça nous demande, nous, d'y aller par nous-mêmes. Quand on a la chance de trouver un groupe qui peut nous y amener plus vite, on y va. Mais aujourd'hui, il est urgent et nécessaire donc de comparer ces mythologies, de comparer ces univers. Mais comme vous avez dit, il faut les connaître. C'est ce que je dis. Voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, que si je ne maîtrise point quelque chose, je ne vais pas l'aborder, vous ne vais pas l'aborder pour faire quelque chose, on dira qui ça Madame Blanc a raconté là. Oui, donc, on est d'accord, c'est ça. Je ne maîtrise pas. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas chercher à maîtriser. Je peux chercher à maîtriser. Mais pour l'instant, je ne me sens pas... Par contre... Attirée peut-être pas. Par contre, non, je suis attirée, mais je ne me sens pas encore suffisamment de capacité à faire. Par contre, qu'est-ce que j'allais dire avec mon par contre? J'amène ce qui est à nous vers ce qui est à l'autre, et j'amène ce qui appartient à l'autre dans ce qui est à nous. Enfin, pour l'instant, c'est comme ça que je vois les choses. C'est ça. C'est ça. Sauf que Thérèse et nous ne sommes pas dans un rapport d'égalité. Non, ça ne veut pas dire que je pense qu'on est dans un rapport d'égalité. C'est justement parce que je pense que le rapport d'égalité est inexistant que je travaille à mettre du feu sous le bois. Mais c'est ça, mais en utilisant... Du bois sur le feu. Mais en utilisant tous les supports de ceux qui ont le système et qui le proposent, et qui sont ceux qu'on appelait les dominants culturellement. Donc, nos enfants... C'est intéressant parce que nous avions un arrière-pays. Et même quand nous étions ce qu'on appelle des aliénés, nous étions toujours des Martiniquais. Mais effectivement, nous, aujourd'hui, nous apportons de l'eau au moulin du dominant. C'est-à-dire qu'en utilisant tous ces supports, nous l'aidons à aliéner encore plus nos enfants parce que nous n'avons pas su transmettre à nos enfants. C'est un point de vue, mais il n'y a pas que de l'aliénation dans ce que nous lisons. Il n'y a pas que de l'aliénation. J'ai en perspective de traduire un texte en perspective, je dis bien, je sais pas encore quand je le ferai, de traduire un Fanon. Oui. Mais Fanon, on me dira, bon, on va me répondre que c'est un Martiniquais. C'est vrai. En créole. C'est un Martiniquais, me dira-t-on. Mais ce n'est pas tout ce qui se dit dans les ouvrages qui sont sortis d'ailleurs qui est de l'aliénation. Si je lis un Platon, je ne vais pas croire que c'est de l'aliénation. Non, c'est pas dans ce sens-là. Non, mais j'essaye de comprendre. C'est vrai qu'il y a de l'aliénation. Non, je parle de l'imaginaire, Thérèse. C'est ça la différence. Hein. Je parle de quoi est fait notre imaginaire. Et l'imaginaire, c'est celui qui oriente nos vies. Mais oui, nous sommes d'accord. Mais nous n'avions, à une époque, nous avions des compensations, j'allais dire, dans l'environnement. Soit parce que dans l'environnement immédiat, de la proximité, parce que nous avions les compteurs, nous avions, etc. Aujourd'hui, nos enfants sont déconnectés de tout ça. Donc c'est pour cela que je dis, allez-y. Oui, parce que le système s'est attaqué en fait à la famille, aux liens de proximité. Et la famille, c'était les liens de proximité, les liens de voisinage. D'ailleurs, j'en parle dans ce livre. C'était les derniers remparts. Et en fait, le système s'est attaqué au noyau, à la famille. Donc maintenant, il n'y a plus rien où l'enfant peut s'accrocher. Hein. L'enfant, c'est un patchwork. Il appartient à tout, il appartient à rien en même temps. Il est complètement dispersé. Et c'est ce qui donne aussi des enfants qui divaguent, qui font un peu de tout et n'importe quoi, etc. Et je dirais même, sans les juger, sans juger ces enfants qui sont dans la société un petit peu lâchés comme des animaux. Oui, voilà. Donc
Donc c'est un petit peu, voilà, ils n'ont pas d'attache, ils n'ont pas d'appartenance, ils n'ont pas de port pas d'appartenance, donc ils n'ont pas de modèle, donc c'est là que tout devient grave. Ouais. Parce qu'on les a détachés, alors que les petits Français, donc, qui sont riches de tous toute cette littérature, de ces pratiques, etc., sont bien ancrés dans le modèle français et dans... Et on remarque justement actuellement qu'il y a un retour de la société française à défendre leur propre... leurs valeurs traditionnelles. Absolument. On voit dans toutes les émissions de télévision, quelles qu'elles soient quasiment, on reparle de la société médiévale, on reparle souvent, on fait des émissions aussi sur les campagnes françaises, avec tout ce qu'ils produisent comme spécialité culinaire. Il y a un retour dans la France profonde actuellement. Vous voyez. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? D'abord parce que notre culture n'est pas assez explorée, mais je trouve la démarche de Thérèse très intéressante, mais j'ose dire à Thérèse que, voilà... J'aime bien le mot « ose ». J'ose dire à Thérèse... qu'il y a encore des choses à construire. Non, de chez nous, d'aller fouiller dans notre imaginaire. Parce que Thérèse travaille tellement, elle écrit tellement, mais ça aurait été formidable de travailler avec notre patrimoine... celui-là qui est plus ancré. Et Monsieur André, il faut que vous la laissiez travailler un petit peu sur les choses du pays. Mais lorsque, par exemple, j'ai traduit les troglodytes de Montesquieu, ça s'est passé, rien qu'à entendre le nom, troglodyte, c'est pas hier. C'est vrai, ça a été écrit par un oreilles, c'est comme ça qu'on les appelle, par quelqu'un de l'autre bord. Mais le contenu nous interpelle. C'est fort possible. Mais tout nous interpelle. Assurément. Le contenu nous interpelle. Parce que Montesquieu nous montre comment, dans un pays qui n'est pas le nôtre, dans un pays... comment certaines attitudes, des gens ont eu certaines attitudes. Et quand on regarde, on voit bien que ces attitudes... elles sont universelles. Elles sont universelles, Thérèse, mais l'universel, là, en l'occurrence, s'écrit mieux pour ceux qui sont possesseurs de cette culture que pour nous. Parce que ce qui ferait de nous des êtres vraiment universels, c'est si notre spécifique était vraiment exploré. Vous avez dit tout à l'heure que vous le connaissez moins. Et ça, c'est la réalité que nous avons vécu beaucoup. Nous tous, pratiquement tous. C'est pour ça que je dis, donc, il faut que des anthropologues, des gens comme ça, travaillent de plus en plus sur le patrimoine pour le mettre à la portée d'auteurs comme Thérèse. C'est pour cette raison que j'ai fait La Panthère. Qui vont écrire. C'est pour parler un peu de nous. Oui, La Panthère parle de nous. C'est ce qu'on est venu faire. J'ai traduit les Souba dont on n'a pas encore parlé parce que je n'en ai pas fait de pub, mais les Souba, qui est de Goldoni, c'est la vie de Jean d'ailleurs, mais avec les mêmes défauts, les mêmes choses que nous. Donc, pour moi, avant tout, c'est, comme j'ai dit, au risque de me répéter, c'est d'amener la langue créole vers un auteur comme Goldoni. C'est un peu ce que je prétends faire. D'accord. Alors, Thérèse a écrit, parmi de nombreux d'autres ouvrages, La Voix égale, c'est aussi un roman bilingue, Le Temps des Trois Roses, en créole ça a donné Temps Trois Roses là. Alors là, c'est un recueil de nouvelles que j'ai inventé. D'accord. J'ai dans cet ouvrage-là, il y a une dame qui va brûler la main de son enfant et l'enfant va en mourir. J'avais lu quand les avocats font des plaidoiries. Alors, Marie-Alice André-Jacoulé, qui avait fait un livre sur ces plaidoiries, avait ça. Nous étions ensemble dans une réunion où elle devait lire mes textes et moi, elle devait lire les siens. Donc, j'ai lu ça. J'ai lu la plaidoirie de la dame qui avait brûlé la main. Et puis, ça m'a... J'avoue que ça m'a pénétré, je dirais. Et j'ai dit à Marie-Alice,
Marie-Alice, je veux faire quelque chose avec ça. Et je suis rentrée chez moi, le soir, j'ai fait le texte. Je l'ai fait, elle m'a dit oui. J'ai fait le texte. Et bien sûr, il faut toujours revenir sur le métier 100 fois. Bon, je l'ai peut-être cité mal. Donc, j'ai revu ce que j'avais fait et ça a apparu dans Le Temps des Trois Roses et je l'ai dédié à Marie-Alice. Mais ça, c'est une histoire vécue, hein, d'accord, dont Marie-Alice André-Jacoulet avait été l'avocate. Donc les gens... alors il y a aussi Doigt d'or, Douette en or, hein, bilingue français aussi. C'est chez l'Harmattan, tout ça. Bilingue créole français. Il y a Aura la vie, à fleur de vie, donc ce sont des nouvelles. Dans Aura la vie, il y a Nanny Rosette. Nanny Rosette qui est un conte d'ici. D'accord. C'est un conte dans lequel il y avait une petite fille qui était très gourmande et qui mangeait, qui n'arrêtait pas de manger. Ça, c'est un conte d'ici. Donc, il y a un petit œil sur ça qui L'Esprit l'emmène, le génie de la mer, ça c'est 2000, oui, en 2000, d'accord. Oui. Ensuite, je ne vois pas bien, mais j'ai vu, de toute façon, il y a ceux que j'ai aujourd'hui, on veut parler, mais il y a Pieter, il y a le Molière, et il y a... J'ai traduit. Ah oui, il y a des traductions aussi. J'ai traduit Viens toujours à la dérive, notamment, voilà, qui est un livre de votre servante. Le livre... On peut montrer à l'antenne, je sais pas. Ça raconte l'histoire, l'épopée d'Irmée de je ne sais pas si on voit quand je le montre. Oui, ça a été publié chez Exbraya, écrit par Juliette Smeralda et traduit par... Et traduit, donc tout est traduit. Vous avez une page en français, une page en créole. Voilà. Et c'était aussi une très belle histoire, pas parce que moi je l'ai écrite, mais c'est... Et c'est là que j'ai vu... Parce que j'entendais parler de DCP. Le DCP, je ne savais pas. Je ne savais pas. L'école de pêche de Trinité l'utilise comme ouvrage de français pour l'étude du français. C'est là que j'ai vu ce que c'était qu'un DCP. J'ai appris des choses. Non, mais en dehors de ça, c'est une histoire passionnante entre deux hommes, un oncle et son neveu. Et puis la solidarité. Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, c'est des choses... Si on ne va pas fouiller chez le Martiniquais, on ne va pas découvrir ça, parce qu'ils ne le montrent pas. Et dans des situations comme celle-là, on découvre des gens d'une profondeur et d'une richesse. Vraiment, c'était un honneur pour moi d'écrire cet ouvrage-là, d'écrire l'histoire d'Irmin et de Claude Palude. Donc Thérèse a traduit. Il y a aussi, Thérèse, donc là, vous parlez des derniers que vous allez publier chez Exbraya aussi. Donc le truc de Molière. Enfin, il y a des travaux en chantier. Et puis il y en a un qui est déjà sorti, mais que vous n'avez pas encore... Je n'ai pas encore parlé de lui. Comment il s'appelle ? Les Soubas, les rustres de Goldoni. C'est ça. Alors, ça m'attriste quelque peu, parce que cet ouvrage-là a été une commande de Jean-Claude Myrtil, qui était, je ne sais pas si c'est régisseur, comme on dira, responsable, je vais dire, de Pucci Théâtre après la mort de Bérard Bourdon. D'accord. Et Jean-Claude m'avait demandé de lui traduire la Locandira. Et je n'ai pas... Parce que j'aime bien quand je sens un courant entre le texte et moi. Je n'ai pas ressenti ça. Alors je lui ai dit, tu sais, je ne ressens pas ce texte-là. Je préfère les rustres. Elle m'a dit, Thérèse, les. Et donc, j'ai traduit les rustres. D'accord. Quand le livre a paru, j'ai appelé Jean-Claude, je lui ai dit, le livre a paru, je vais t'en offrir un. Il m'a dit, pas embêté, comment on va acheter? J'ai dit, je te dis que je vais t'en offrir un. Il m'a dit, m'en dis pas embêté, comment on va acheter? Et puis Jean-Claude est mort. Bon, chers amis, ce sont les surprises que nous réserve la vie. Maintenant, vous avez vu, Thérèse a quand même une biographie très grande et très originale aussi, il faut dire. C'est pas parce que je lui dis d'écrire plus à partir de nos cultures d'ici là, parce que la culture, bien sûr, ça nous met dans une forme d'universalité. Et le fait de faire l'effort de traduire la pensée des autres dans notre langue, bien sûr que ça nous les rapproche
approche ou que ça nous rapproche. Mais c'est parce que nous voyons notre culture, j'allais dire un mot qui n'est pas qui est un peu trivial, fiche le camp, que nous sommes inquiets, que nous sommes anthropologues, sociologues, et que nous savons comment se forment les imaginaires des peuples, et comment un peuple dont l'imaginaire n'est pas enraciné, ancré dans sa culture et dans son environnement, peut disparaître, surtout que nous sommes appelés à disparaître, puisque nous sommes les plus vieux, parmi les plus vieux pays du monde. Et nous avons plus de femmes que d'hommes. Nous avons tout. Nous sommes empoisonnés pour des centaines d'années. Donc nous avons réuni sur le petit corps que nous sommes, trop faibles, trop fragiles pour supporter tant de malheurs et de choses désastreuses. Donc voilà. Si nous avons encore la possibilité de sauver un petit bout d'imaginaire qui dirait au monde dans quelques centaines d'années qu'il a existé, les Martiniquais, pourquoi pas? Ça serait pas mal. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez donc de l'œuvre de Thérèse? Et puis on va entrer dans son... Elle est fournie, elle est très riche, une petite dame très dynamique. Oui, tout à fait. Elle a un grand âge, mais... Très grand âge. Vous voulez dire votre âge, Thérèse? 20 ans. Chers amis téléspectateurs, vous connaissez? Est vif, c'est bien. Elle est vive, oui. Et puis elle est surtout coquine. C'est une belle... Elle n'avait qu'à me demander combien de fois 20 ans, je répondrais, mais elle ne m'a pas demandé, donc elle ne saura pas. Non, mais vous pouvez garder votre secret. Mais oui, il faut garder le secret, surtout qu'on dit que ça ne se fait pas de demander son âge à une femme. Voilà, donc moi, comme on était entre femmes, j'ai pensé que... Alors, sur la question... Je voudrais lire un petit texte. Oui, sur la question donc, du créole, justement, donc Thérèse est une pionnière aussi, elle a beaucoup travaillé, mais bon, moi je vous signale, comme on a signalé pour Marnie, qu'il y a une anthropologue qui a déjà travaillé sur elle, il y a d'autres Martiniquais qui travaillent aussi en créole, mais voilà, peut-être que les domaines abordés, les problématiques, etc., sont un peu différents, voilà, donc vous connaissez donc Thérèse va nous lire de Éric Pézeau. Vous connaissez, vous avez sans doute lu des choses de Jules Duranty, vous avez vu sur le campus des gens qui écrivent. Il y a eu avant, Raphaël Confiant, d'autres gens qui ont écrit en créole aussi. Donc c'est un peu pour faire un tour d'horizon et vous dire ça n'est pas si peu que cela. C'est vrai qu'on aurait pu avoir plus d'écrivains ou d'écrivains en créole, mais enfin, maintenant, on a quand même un petit patrimoine pour ceux qui veulent apprendre la langue et lire donc en créole. Donc, tous les ouvrages de Thérèse, maintenant, sont pratiquement publiés en bilingue. Vous avez une page en français et une page en créole. Pratiquement. Pas dans le cas des Souba, puisque c'était un texte français que j'avais. Donc, je n'ai pas traduit, mais je l'ai adapté quand même. C'est ça. Alors, je voulais lire un texte Éric Pézeau qui devait être avec nous. Pézeau, qui, à mon avis, un écrivain de très haute valeur, qui n'écrit pas pour écrire, qui écrit pour travailler la langue, pour travailler avec les sonorités de la langue et qui nous donne un résultat réjouissant. Donc, je vais lire, comme je l'ai découvert tout à l'heure, qu'on dit en français, je peux buter sur quelques mots, j'ai essayé de lire au mieux. Alors, c'est Jet Sapitou. Déjà, j'admire parce que... Oui, il a enlevé une partie. Parce que des fois, on dit « Jet Sapitou ». Et c'est comme ça que son texte commence. En disant la jola, toi, tu cailles papa et puis maman, tu as fait de l'eau. Papa Soubichi, maman Kadikati. Mon papa te m'enlève pour gagner tol, clou et puis matou. À la s'en foutait pas mal, mon tika vive. C'est camarades qui t'émettent. Tout pendant mon tika déjambé cloti magasin Zoutia, mon blot mettait la patte en les mains. Pas d'avouer, mon été pris à d'un fil clotia. Mon pas débattre comme moi, le passé minute là-bas moi. Parce que c'est gel fort mon teni, gel fort.
En dit dans la jola, c'est toi qui tiens moi qui a fait de l'eau. Papa a soubichi, maman a décati. Mon papa porté mon œuvre pour gagner force, l'esprit et puis courage, à la si bon gelée, mon qu'à vivre. C'est des bouillards qui te mettent. Camarade, si vous se joignent en man et puis à pas, dis yo mon pas trop mal. Papa a soubichi, maman a décati. Mon papa porté mon œuvre pour gagner l'amour et demander yo pardon. Plus près l'amour, c'est l'amour. Plus près l'amour, c'est l'amour. Pardon papa, pardon maman. Alors, merci Thérèse pour lui. Et Eric devait être avec nous, mais il a été touché par la mauvaise grippe et il s'est décommandé. Donc l'extrait que vient de vous lire Thérèse, qui est tiré donc de l'ouvrage de Éric Fleizot qui s'appelle La Sautière, La Sautière que vous trouvez un peu partout. Vous l'avez eu en librairie ici, voilà. Donc, et tout en créole, c'est un ouvrage écrit en créole. Et c'est je crois qu'il y a beaucoup de passerelles entre vos deux manières d'écrire. Au niveau de la langue même, ou bien dans les thématiques que vous abordez? Ce que j'aime bien chez lui, c'est sa propension à vouloir introduire des mots nouveaux. Et je pense c'est une bonne chose que de mettre des mots nouveaux et de ressusciter aussi les mots anciens. C'est ça. Donc j'apprécie ça chez lui. Il y les points décidement. Ça c'est un mot neuf. Pour faire vibolo. Je ne connais pas cette expression. Donc je pense que c'est intéressant de travailler avec les mots nouveaux et puis de remettre... De revivifier la langue. De revivifier la langue, en quelque sorte. Alors, on lui souhaite bon établissement parce qu'il est malade, mais on espère qu'un jour, parce que c'est la deuxième fois qu'il est invité, qu'il ne peut pas se présenter, on espère qu'un jour, il viendra vous parler lui-même de sa manière de concevoir l'écriture et justement les il a une belle plume. Voilà, il a été primé aussi dans beaucoup de oui. Alors, j'ai eu sur le plateau Monsieur Patrick Bernard qui a écrit donc mot pour mot, mot MAEX et pour mot, et qui est dans cette démarche de créer des néologismes et d'enrichir pas seulement la langue française, mais aussi la représentation qu'il a de sa réalité. Voilà. Donc, oui, je voulais poser une question, à savoir si tous ces ouvrages en créole ont un public relativement large. Déjà un public dans la société en général et un public parmi les enfants. Parce que en Guadeloupe, où j'ai vécu longtemps, il y a eu une montée en charge de l'enseignement du créole dans les écoles et beaucoup de livres écrits pour la jeunesse ont été étudiés et sont encore étudiés avec l'aide des professeurs en créole dans les écoles. Ça se fait ici. Alors, aussi, mais ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu cette montée en charge. C'est-à-dire dans les lycées, dans les classes de créole et les collèges et les classes primaires également. Ça se fait. Donc, ça se fait, mais est-ce que ça se fait en grand? Ça se fait parce que, à mon avis, le livre écrit en créole en 1916, il a un public beaucoup plus large et tant mieux que lorsque j'ai commencé en 1986. Donc, de plus en plus... Le premier, c'était Georges Gratien. Qui, moi? Le premier qui a fait l'effort d'écrire. Le premier, c'est Georges Gratien. Oui, si on veut. Non, voilà, c'est qu'on avait trouvé un vieux manuscrit. J'allais dire oui, si on veut. Blanc créole. Mais on peut considérer quand même qu'il y avait déjà l'Africa du Réon qui avait transcrit les contes, il avait transcrit à sa manière. Oui, mais on avait trouvé un manuscrit. Oui, aussi. Il y a eu les textes de Marbeau, les fables de La Fontaine traduits
traduit en... C'était une sorte de créole, mais c'était de la Réunion. C'était non, c'est... Ah, je vois. Mais je parle de ceux qu'on a pu avoir ici. On a eu les Fables de La Fontaine de Marbeau. J'espère ne pas me tromper sur le nom, parce qu'avec l'âge, je confonds. Et donc, on a eu ces textes-là. Et de plus en plus, à mon avis, le créole est à droit de cité. Oui, d'accord. Donc, votre perception, c'est que ça se... Oui, que ça s'élargisse de plus en plus. Parce que je vois, par exemple, Miminou. Miminou, qui est un ouvrage... Il faut qu'on parle des livres, parce que l'heure passe. Miminou a été... l'éditeur l'a réédité. Ah, mais c'est bien. Donc, non, mais je pense qu'il y a un public, parce qu'il y a aussi d'autres supports qui mettent en valeur la langue, comme les radios de proximité, les télés de proximité. Il y a des émissions, même sur Zouk, qui sont entièrement créoles. Oui, c'est ça. Donc, ça se démocratise. Oui, mais c'est un ensemble, parce que, voilà, il ne faut pas que le créole soit sur un petit îlot isolé et qu'on le sorte de sa poche quand on le... Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est beaucoup de gens qui parlent de cette manière-là. Une langue, c'est un instrument tout à fait vivant et voilà. Donc, moi, je voudrais d'abord savoir pourquoi vous avez, j'allais presque dire, ressuscité le thème de la panthère parmi vos choix de livres ou oui. Question à 1 000 € que je ne suis pas capable de répondre. D'accord. À laquelle je ne suis pas capable de répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui vous a sorti directement de votre imaginaire, la panthère? Disons que il y a l'écrit, enfin, en ce qui me concerne, j'écris d'abord, le titre viendra après. Le titre n'est pas le plus difficile. Et c'est tant mieux. Tu as déjà fini de travailler, et puis tu as le titre à chercher, c'est tant mieux. Chez moi, c'est le plus difficile à trouver. C'est tant mieux, je dis quand même, parce que tu as déjà fini le travail d'écriture. Mais tant qu'à me demander qu'est-ce qui m'a amené à écrire la panthère, je suis incapable de répondre, incapable. Je ne peux pas dire c'est ci, c'est ça, je ne sais pas. Il est vrai que j'avais déjà tout ce qui est au début, tout le début, parce que le début où je raconte... Qui ne parle pas de Marny, précisément. Qui ne parle pas du tout de Marny. Et en même temps, comme il y avait cette... Pardon de vous interrompre. En même temps, comme il y avait ce petit signe, cette dédicace à Cyprienne Marny, moi j'ai commencé... Mais c'est terrible, j'ai commencé le livre en cherchant absolument Marny dans ce qu'elle racontait. Et puis j'arrive à la moitié du livre, mais je me dis, mais est-ce que c'est Marny? C'est pas possible. Est-ce qu'elle nous raconte l'enfance de Marny? Mais je peux parler à aucun moment, mais Marny apparaît. Voilà, j'ai mis un petit post-it. Voilà, ici. Marny apparaît à la page 64. Donc à peu près au milieu du livre. À la moitié du livre, parce qu'il y en a 103. Il y a 103 pages. Marny apparaît lorsque le jeune homme est dans la prison. Et il lui dit, le dénommé Pierre-Justin Dimorny, d'ailleurs qui arrive là, et donc il sort. Voilà, il est en prison. Mais il y a un lien entre mais absolument, les deux. On le voit. Mais moi, pendant tout ce temps, je lis en cherchant Marny. Et en me disant, mais voilà, je suis mal à l'aise parce que... Et puis sur la plantation, je n'avais pas connaissance que Marny avait grandi dans une plantation. Mais c'est un roman. Mais je sais. Mais dans les romans, il y a beaucoup d'autobiographies, ou de biographies, d'aspects de biographie. Et donc, c'était intéressant parce que Thérèse a commencé à nous raconter une histoire. Et à un moment assez inattendu, le destin des deux personnages va se croiser, mais dans une prison. Voilà, dans une prison. Voilà. Et ils passeront très très peu de temps ensemble, puisque Marny va se suicider peu après. Ça se passe, je ne sais pas en quelle année, 2008 Enfin, ils se rencontrent à ce moment-là. Et il se suicide, et donc le jeune homme... en 2008. Il lui remet une lettre... qui est assez particulière. C'est censé être la lettre que Marny a écrite. C'est la lettre que Marny. C'est elle, voilà. Donc la question c'était où
Thérèse avait cette lettre. C'est la lettre de Marny. Je n'ai rien changé dedans. Voilà. C'est la lettre de Marny. La seule chose que j'ai faite, j'ai fait la traduction en créole. Mais c'est la lettre de Marny. Et puis j'ai mis Monsieur Dimorny, puisqu'il s'appelle dans mon ouvrage Dimorny. Le roman, il s'appelle Dimorny Jean-Pierre. Il ne s'appelle pas Marny, il s'appelle Dimorny. Et j'ai laissé les deux prénoms, Justin Pierre. Alors, oui, ça commence comme ça. Monsieur Dimorny, Justin Pierre, camp de concentration de Ducos, là où je suis empoisonné à coups de camisole chimique tous les mois, sans aucune maladie, empoisonné par la force. On a tué ma mère et mon père nourricier. On veut me tuer aussi. Ce sont les magistrats colonialistes et sa traînée de conspirateurs, des malfaiteurs de la société de Juda, des Français colonialistes, des enculés blancs bien connus pour leur impunité, et ils ont tous les doigts, et ils font ce qu'ils veulent, puisqu'ils ont tous les doigts, etc. etc. Donc la lettre... Avec les fautes, c'est la lettre de Marny, telle qu'elle. Voilà, donc il y a beaucoup de fautes, etc. Mais il y a un discours qui accuse et qui dit qu'il est victime donc, du colonialisme, de la répression, du système judiciaire, puisqu'il dit qu'on empoisonne, c'est-à-dire qu'il est sous médication sans être malade. Donc il appelle ça la camisole chimique. Camisole chimique. Voilà, parce qu'on me force à prendre des médicaments sans que je sois malade. Alors, voilà, c'est quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions, mais évidemment, dont on voit qu'il n'a pas été forcément scolarisé longtemps, etc. Il dit, par exemple, je ne dois pas d'obligation à la société française, parce qu'il dit qu'il n'est pas français, mais un nationaliste martiniquais. Je suis donc un nationaliste martiniquais, né arawak de mère martiniquaise et de père république dominicaise. Je ne suis pas un Africain, mais un Américain né, etc. Et dans un camp de concentration, il le répète, pour un accident de jeunesse. Donc voilà comment il présente aussi. Accident de jeunesse. Pour un accident de jeunesse. Voilà. Je dis bien un accident, coup et blessure, qui a entraîné la mort sans intention de la donner. 49 ans de tôle pour cela. Je n'ai tué personne. Ils sont morts 4 jours après à l'hôpital, mais je n'ai tué personne. Mais les lois coloniales font ce qu'ils veulent avec les opprimés. Alors je suis la victime des malfaiteurs français. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, sont les 2 dernières pages. C'est intéressant, c'est-à-dire ce que Thérèse va présenter de l'histoire, c'est-à-dire faire se rencontrer la vie d'un garçon qui est... C'est comme diplômé par contre. Qui est très largement diplômé, mais qui en fait se retrouve dans la même situation que Marny. Exactement. Et j'ai voulu opposer mon voilà. Lui, il n'avait pas beaucoup de diplômes, et voilà ce qu'il est devenu. Et lui, il a des diplômes, et il en passe de devenir comme Marny. Il en passe de devenir Marny parce qu'il va détruire, casser. Il est allé, il va détruire toute une station-service et se retrouver en prison. Et c'est là qu'il rencontre qui est-ce qui va lui donner des conseils? Marny. C'est ça. Donc Dimorny. Ils vont se rencontrer donc en prison. Donc une moitié du livre est consacrée donc à ce jeune homme qui est instruit, mais qui vient d'une plantation, qui a vécu les tribulations que vivent les gens qui sont dans l'environnement, des planteurs, des béquets, etc. L'arrogance, le mépris, la dague qui est ultra soumise, etc. Et lui qui veut travailler et qui commet l'erreur à un moment donné, parce qu'il voit l'enfant du gérant, qui est le béquet en fait de la plantation. Du béquet. Du béquet, c'est pas du gérant. Ah oui, c'est bien ce qui m'avait semblé. Parce que le gérant, c'est dans la station. Non, ça c'est autre chose. Mais la petite fille de ce béquet est en train de jouer dans la boue. De jouer dans la boue, et le garçon donc qui s'appelle Dimorny lui dit, elle s'appelle Ségolane. Elle a un nom doux, enfin bref. Ségolane. Et elle dit, il lui dit, malpropre, Ségolène, ou je ne sais pas quoi, lève-toi, sors de là, tu es malpropre, tu es dans la boue, etc. Et
le béquet ne va pas apprécier qu'on appelle son enfant malpropre. Et le béquet entend ça. C'est pas étonnant. Et le béquet entend ça et il révoque, il licencie sur le champ le garçon. C'est pour montrer les pouvoirs. Les pouvoirs qu'ils ont. Pour montrer les pouvoirs. Il fallait appeler la petite fille qui avait 3 ans, il fallait l'appeler mademoiselle de manière très cérémonieuse. Ce que lui, voilà, et l'enfant dit caca, cacapulo, capulo, capulo, caca, etc. La service oublia, donc le garçon dit Morny, volontairement ou non, mais il s'oublia. Et lui dit en créole, Ségol Anne, ah c'est pour ça que vous dites Ségol Anne. Ségol Anne, malpropre, sors de là, ne fais pas ça. Le père, qui veillait trop à la mise en carton des pâtes de banane pour entrevoir sa fille, se vautrant dans la flaque, répondit dans la même langue. Monsieur, vous passez immédiatement à mon bureau et je ne veux plus vous revoir ici. Ma fille n'a pas gardé les porcs avec toi. Vous n'avez pas à l'appeler par son prénom. Alors c'est exprès que je mets le toi et le vous. Et le vous, voilà. Tout à fait. Et puis, vous ne vous regardez jamais. Elle n'est ni plus sale ni plus malpropre que vous. Je veux mon respect. Donc, ça a été un des respects que d'appeler l'enfant par son prénom. Ça peut paraître à certaines personnes comme étant quelque chose de purement incroyable. Oui, et puis même infantile. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Ah, ben, qui sont arrivées. Qui sont arrivées. Pour les gens qui connaissent j'ai préféré dire peuvent. Non, pour les gens qui connaissent la vie de l'alimentation, et moi je la connais bien, non, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà. Donc, ce sont deux destinées qui se croisent. Mais l'une qui est effectivement scolarisée, qui a tous plein de diplômes, il ne peut pas travailler, d'autant que sa mère sait qu'il a beaucoup de diplômes et elle ne veut pas qu'il aille faire n'importe quel travail. Elle lui interdit pratiquement l'accès. Mais on connaît aussi le contexte des prisons, où justement des jeunes qui ont commis des petits délits, rentrent en prison et en ressortent, je ne sais pas si c'est bien dans une prison qu'ils se sont croisés. Oui. Et en ressortent vraiment comme abîmés. Oui, abîmés, ils deviennent des malfrats. D'ailleurs, dans le livre que je vais publier bientôt, j'ai le témoignage d'un jeune qui a commis un braquage avec d'autres jeunes, simplement pour s'amuser. Et donc, ils sont rentrés en prison. Et ces enfants-là, enfin, c'était jeune, l'âge d'un peu de collège-lycée, ils rentrent en prison et ils ressortent vraiment aguerris pour aller commettre des choses encore plus graves, c'est-à-dire braquage avec armes. Et là, ce jeune homme qui témoigne, eh bien, on voit bien qu'à la fin, il a passé une bonne partie de sa vie en prison parce qu'il a participé à un braquage où des gens sont morts. Et bien sa vie est bousillée. Oui, mais c'est assez classique. Il est très rare que les gens entrent en prison et qu'ils en sortent bonifiés. Voilà. C'est l'aspect que j'ai fait Marny, le réconcilier avec la société. Oui, c'était volontaire. Et j'ai profité aussi dans cet ouvrage pour nous resituer dans l'époque de l'habitation. Oui. Comment la vie était, ce qu'on avait, comment... les boutiques qui disparaissaient au profit des libres-services. J'ai profité pour parler de la morue dans les boutiques, tout ça. J'ai profité pour resituer ça, les usines qui disparaissaient, enfin... Non, mais c'est pour ça qu'on croit un moment qu'on est dans Marny, dans l'époque de Marny, parce que effectivement, cet arrière-pays des années 60 est un peu brossé, est existant. Maintenant, ce qui est intéressant, que j'ai trouvé un peu, qui m'a interrogée en tout cas, c'est que la fin de l'histoire, elle est un peu pieuse, religieuse, un petit peu versée dans... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Marny doit pouvoir expliquer qu'il a été victime de lui-même, de sa propre violence, parce que la question de la maîtrise de soi est posée. C'est parce que je ne savais pas me maîtriser que je me suis laissée... c'est que je me suis laissée emporter, que j'ai été dépassée par mes actes. Et c'est pour ça que dans sa lettre, il dit, c'est un accident. J'ai pas tué, en fait, puisque les gens sont morts 3 ou 4 jours après à l'hôpital. Donc c'est pas moi qui les ai tués. Donc c'est quelque chose, lors de la projection de la représentation, et même du sentiment de culpabilité, il ne l'a pas du tout, ou en tout cas, il n'est pas
aligné sur la vision qu'a la société de sa culpabilité, il n'est pas aligné sur cette vision-là. Il est dans quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre-là, moi je ne sais pas comment l'anthropologue l'a abordé, mais c'est vraiment intéressant à voir. Maintenant, le ton est un petit peu... je ne sais pas, le mot ne me vient pas. C'est religieux. En fait, c'est empreint d'une forme de comment est-ce qu'on appelle ça, de piété. De piété. Et parce que, en fait, vous lui faites jouer le rôle aussi d'avant-garde, enfin, en tout cas, d'alerte, de lanceur d'alerte. Dire aux jeunes qui est perdu malgré tous ses diplômes et qui se voit sur la pente descendante, là, il va entrer dans une forme de délinquance plus sauvage. Et c'est Marny qui aurait été le summum de ce que le plus vieux prisonnier de France, etc., qui va lui dire, voilà, j'ai été victime. Que lui, il a vécu. J'ai été victime. Et en fait, essayer de faire qu'il ne bascule pas, lui, dans le même phénomène incontrôlé, le même comportement incontrôlé que Marny, pour qu'il n'ait pas à payer de sa vie entière, parce que Marny a payé de sa vie entière. Et c'est pour cela qu'il a un sentiment d'injustice très fort. Donc la question, c'est pourquoi vous avez choisi ce thème-là, mais ça a probablement aussi un lien avec la situation de la jeunesse actuellement. Il ne faut pas oublier que le Martiniquais, c'est un épieu. Ah oui, bien sûr. Le Martiniquais épieux. Donc j'ai voulu aussi jouer sur cette piété-là. Et j'ai voulu que Marny puisse être celui qui... Bon, la réalité ne l'a peut-être pas été, hein, puisque j'ai dit qu'il s'agit de romans. J'ai voulu qu'il donne un peu l'exemple à l'autre. Vous avez vu ce qui m'est arrivé, comme l'a dit Juliette tout à l'heure, vous avez vu que je l'ai payé de toute ma vie. Faites en sorte que vous n'ayez pas à payer de cette manière. Il faut dire que Marny, qui a peut-être été un délinquant, il faut appeler un chat. Il a été un délinquant, mais il faut dire aussi qu'il a été victime, enfin, c'est pas victime que je devrais dire, il a été, à l'époque c'était les Black Panthers. D'ailleurs, il se fait appeler la panthère. Il a été influencé par cette période-là, mais il n'avait pas suffisamment de maîtrise. Il ne maîtrisait pas parce que c'est un mouvement politique. Voilà, il n'avait pas de maîtrise parce qu'il n'avait pas l'instruction qu'il faut. Mais il a été sensibilisé à cette chose-là et ça a peut-être que pour cela, je dis bien peut-être que pour cela, il peut dire à l'autre, écoute, voilà, j'ai vécu ça. Fais en sorte que tu n'aies pas à subir le même sort. D'autant plus que toi, tu as des diplômes que je n'ai pas. C'est ça. Donc, mais est-ce qu'il aurait aimé qu'on traduise en fait son action, qu'on la décline dans une forme de continuité sous cette forme-là? Est-ce que là, à ce moment-là, il n'y a pas une sorte d'appropriation de l'histoire de cette personne pour faire passer un message justement de piété qu'il ne partagerait peut-être pas parce que mais je ne pense pas exactement piété tout en me disant que le Martiniquais est très pieux. Mais je n'envisage pas particulièrement de la piété. Je dis que c'est un sentiment de partage. Il veut tout simplement donner le bien autour de lui. Maintenant, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il est vieux maintenant. Oui, puis il le dit à la veille de son suicide. Voilà, il est vieux, il veut quand même partir avec en laissant une bonne action, on ne sait pas. Il est vieux, il a 68 ans. Hein. On l'a beaucoup abîmé. Vous avez dit tout à l'heure que je suis vieille, c'est mon âge. Ah, j'ai pas dit que vous êtes vieille, Madame Thérèse Léotel. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que l'ouvrage est subdivisé en 10 chapitres. Et donc, le dernier s'appelle La sagesse. Et c'est là, justement, que ce que Thérèse a prévu de faire dans la rencontre, de faire, j'allais dire, exploser comme message, eh bien, ça s'appelle, donc ce chapitre s'appelle La sagesse. Et c'est ce jeune homme qui recommence à parler, alors qu'à un moment, il s'est tu.
Et donc j'étais sûre que la route de l'excès ne menait pas toujours au palais de la sagesse. Ce sont des petites phrases comme ça. Comme toi au même âge, donc c'est Marnie à ce moment-là qui lui parle, je n'avais pas compris qu'être maître de soi, c'est déjà connaître le début de la sagesse. La vertu évite les dallots. J'étais guidée par mes passions, donc j'étais un peu voilà, victime de moi-même. L'individu qui se révolte et qui cherche à venger ce qui pour lui représente son honneur, on le punit. Donc on lui dit, même si à la nuit tu te sens, etc., ben, la société est la plus forte. Ravette pas toujours eu raison. Oui, mais la société même s'il n'avait pas raison hein, de faire les massacres qu'il a dû faire, hein, qu'il a pu réaliser. Voilà. Alors tu m'as fait comprendre que nous ne sommes finalement que le fruit de la société, celui qu'elle a bien voulu faire de nous. Pour te remercier, je te promets que je me ferai témoin de ta vie dans un livre, et je l'appellerai La Panthère. Si tu me le permets, bien sûr. Donc, c'est ici que la boucle est bouclée. Et après, on va tomber donc dans la lettre de la Panthère, qui a laissé donc en héritage ou en bilan de son expérience l'idée qu'il est une victime. Et à mon avis, soit c'est le roman qui le dit, soit c'est lui. C'est lui. C'est lui. Donc, il est une victime. Parce que ça signifie que cette manière que nous avons d'inculper, de stigmatiser, etc., est un langage qui nous est propre et qui est unilatéral. C'est-à-dire que nous n'entendons pas assez ceux qui commettent des actes comme cela pour comprendre, entrer dans leur univers. On n'entend pas leur souffrance. On n'entend pas leur souffrance, mais on n'entend même pas la démarche psychologique ou intellectuelle qui les mène à de tels actes. Je ne sais pas. Oui, non, c'est bien ce que je pense aussi. Hein. Tous ces jeunes aujourd'hui qui sont en détresse, ils subissent énormément ils subissent la stigmatisation de la société. Et le retour du stigmate, c'est que, eh bien, ils deviennent violents en fait. Parce que comme ils sont dévalorisés, stigmatisés effectivement, ben, pour se donner de l'importance, pour se donner le sentiment d'être des êtres humains, d'avoir une signification à la société, ben, ils deviennent violents pour qu'on les voie, pour qu'on les remarque, pour exister tout simplement. Même à leurs propres yeux. Donc c'est oui, tout à fait, à leurs propres yeux. Voilà, malheureusement, on nous a prévenu. Je n'ai pas vu le voyant vert, donc j'ai pensé qu'on avait encore du temps. Mais le temps est passé, Thérèse, très vite aussi. Si vite. Si vite. Et il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y aurait encore des choses à dire. Mais lisez-le aussi. Moi, je trouve l'approche, la dernière partie, donc le dernier chapitre, où finalement Marnie s'en va, mais en laissant un héritage, un patrimoine qui est peut-être destiné, c'est un discours aussi. J'ai fait ça, mais je n'ai même pas le sentiment d'être coupable. Mais en tout cas, puisque de toute façon la société va vous punir, essayez d'éviter de faire comme moi. Exactement. Et je crois que c'est le message qu'il a voulu. Je crois que c'est un peu ça. C'est-à-dire tel que le roman le dit. Donc voilà, merci Thérèse. C'est moi qui vous remercie de cette invitation et d'avoir connu Madame Lucianie Lannoy. Madame Lannoy. C'est avec plaisir que nous avons échangé. J'espère que ça va permettre aux créoles d'entrer dans bien des foyers. Bien sûr. Et puis, donc vous avez une page en français, une page en créole. Vous pouvez lire d'abord l'une et l'autre, etc., les deux en même temps, mais c'est intéressant parce que il me semble que ça nous parle aussi beaucoup de notre jeunesse actuellement, et c'est cela qui m'a intéressée aussi de voir comment nous les menons à la désespérance, en tout cas la société dans laquelle ils vivent, ils grandissent, qui ne leur offre aucune porte, aucune ouverture. Absolument. Il faut que nous soyons, nous, aujourd'hui, les lanceurs d'alerte aussi pour notre jeunesse, pour les aider à trouver leur place. Parce que la violence, c'est le langage qu'ils développent quand ils n'ont plus rien, plus aucune autre manière de se faire entendre. Et plus rien à perdre. Voilà. Donc c'est aussi le propos de l'abribus. Hein. C'est de cela que je parle, j'espère, dans ce livre. Et j'espère que ça montrera comment, justement, quels sont les processus qui emmènent la jeunesse à devenir aussi violente, alors qu'elle
elle se sent plutôt victime que coupable. C'est ça. Et chez Marnie, on l'a bien vu. Je suis pas coupable. Oui, je suis victime de moi-même à la limite, mais d'abord de la société. Ben voilà, chers amis, téléspectateurs, nous sommes obligés de nous arrêter là. Et bon, nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à découvrir aussi toute l'œuvre de Madame Thérèse Léotin, qui est prolixe et puis qui ouvre sur beaucoup de domaines qui n'ont pas été explorés par notre langue justement. Et puis que vous irez dans les ouvrages de Madame Lucianie Lanois. N'oubliez pas que Madame Marlène Hospice a écrit 2 ouvrages sur Marnie, si l'histoire en tant que telle autobiographique vous intéresse. Et puis moi, je vous dis, passez une bonne soirée ou bon après-midi. Je remercie Priscilla et la technique ainsi que Zouk TV. Et puis, je vous dis à bientôt.